bonjour à toutes et à tous. Donc pour ceux qui étaient là au tout début, donc j'ai commencé et donc c'est moi aussi qui termine, hein, donc voilà, d'une certaine manière. Donc pour une table ronde intitulée du végétarisme au véganisme, qui va être une table ronde, si vous voulez, qui va privilégier sans pour autant en faire son unique objet, qui va privilégier une vision plutôt historique, hein, donc plutôt au fond le comment, le pourquoi, mais pas d'un point de vue, on va dire, philosophique. Voilà. Donc pourquoi je commence quand même par pourquoi. Hein, pourquoi cette table ronde? Parce que l'abandon de la consommation de la viande s'inscrit aujourd'hui dans de multiples choix qui vont du végétarisme au véganisme. Ces choix ont une histoire qui est parfois lointaine. Ils se sont construits et continuent à se construire en lien avec des positionnements intellectuels et moraux. Donc l'objectif de cette table ronde, c'est d'aborder ces questions de manière globale, souple et dépassionnée si possible. C'est pourquoi j'ai rassemblé autour de moi une brochette, si je puis dire, hein, d'universitaires et de professionnels. Donc, Alexandra Kovacs, il faut que vous leviez la main parce que c'est pas des... Voilà. Alexandra Kovacs a soutenu en janvier 2017 une thèse sur le végétarisme dans l'Antiquité grecque. Norme ou marginalité? Question. Nous avons eu le plaisir de l'accueillir il y a quelques années pour un séjour, et même plusieurs séjours de recherche à la bibliothèque de l'IEHCA. Cette jeune chercheuse a déjà publié de nombreux articles, dont certains correspondent point pour point à nos interrogations d'aujourd'hui. Je cite: les pythagoriciens étaient-ils végétariens? Quelle place pour l'animal dans la société civique grecque? Ascèse alimentaire et pratiques philosophiques dans l'Antiquité grecque. Elle va donc nous donner un éclairage précieux sur les origines du végétarisme. Hélène Modrzejewski est fondatrice de l'annuaire Vegan et présidente, elle est présente sans aucun doute, présidente de l'association Vegan France pour le développement économique des alternatives véganes. Fondatrice également du bureau de certification expertise Vegan Europe, dédié au contrôle et à la certification des produits véganes. Je crois que vous vouliez ajouter quelque chose, non? Sur cette présentation, sur la manière... Vous le direz au... Voilà, ok. Très bien. Laurence Ossipov, là, actuellement professeur à la Haute École de Travail Social de Genève, est une pionnière des études scientifiques sur le végétarisme, comme en témoignent deux de ses livres, dès 1989 aux éditions du Cerf, Le végétarisme, vers un autre art de vivre, point d'interrogation, et en 1997, La cuisine du corps et de l'âme, approche ethnologique du végétarisme, du végétalisme, du crudivorisme et de la macrobiotique en Suisse. Donc c'était votre thèse, je pense, c'est ça? Voilà. Sur ces phénomènes, Laurence Ossipov apporte son regard d'ethnologue, d'ethnographe spécialiste des migrations, du travail social et de la citoyenneté. Elle lance actuellement une enquête sur l'aide alimentaire en Suisse, mais elle n'oublie pas l'histoire, ça je crois qu'il faut le dire, hein, il faut le noter parce que c'est pas si courant que ça. Marion Dumaux a créé avec son mari, Fred Dumaux, sur la place des Halles à Tours, tout récemment, en août 2015, le restaurant La Petite Pause. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Outre la promotion du circuit court et du bio, vous y développez une approche assez souple, qui est celle du flexitarisme, flexitarienne. Vous nous expliquerez en quoi consiste cette approche et vous nous aiderez à nous repérer dans un maquis d'appellation et d'identité qui est parfois un peu perturbant pour le consommateur lambda que je suis. Hein, donc voilà. Et vous êtes venu accompagné de votre fille. Donc... En fait, elle m'a accompagnée parce que je trouve que sa démarche par rapport au végétarisme est intéressante parce qu'elle a toujours mangé de la viande et en fait, avec tout ce qui se passe actuellement, elle est devenue végétarienne. Voilà. On l'interrogera à ce sujet, en effet. Hein, voilà. Bien, Pascal Horry, il n'y plus besoin de le présenter, hein, un des fondateurs de l'École française d'histoire culturelle, qui nous a fait l'honneur de présider notre conseil scientifique pendant des années, avec lequel j'ai eu le plaisir d'animer naguère un séminaire où il fut longuement question de viande et de non-viande, on disait, hein, à cette époque-là. Dans sa très féconde bibliographie de plus de
de son titre, rappelons un petit ouvrage qui a fait date, Le discours gastronomique français des origines à nos jours, paru chez Gallimard en 1998. Alors, si vous voulez, on va procéder par une série de questions, et à l'intérieur de ces questions, un peu voir quels sont les différents points de vue. Donc la première question, c'est très simple, c'est intéressons-nous d'abord aux mots. Les mots, tout simplement. Végétarien, végétalien ou végétaliste, vegan, flexitarien. Que signifient ces termes aujourd'hui, mais aussi, question d'historien, quand sont-ils apparus? Alors, sinon, une date, à peu près une période. Commençons par un terme finalement peut-être assez récent, c'est vegan. Qu'est-ce qui signifie, Hélène, vegan? Alors, le terme vegan aujourd'hui est un terme qui est plutôt moderne en France, parce que c'est dérivé de l'anglicisme vegan, qui signifie végétalien en anglais. Et ce terme a été récupéré ces dernières années pour désigner une pratique globale, une réflexion globale de la place, de la consommation des produits animaux, tout simplement. Donc ça comprend l'alimentaire, mais aussi le vestimentaire, les loisirs. C'est le terme qui comprend globalement la démarche d'éviter d'atteindre les animaux, de les tuer ou de les utiliser. Vegan, c'est un individu ou c'est une qualité? Alors, du point de vue anglais, ça désigne un individu, mais aujourd'hui, ça tend plutôt à désigner une qualité, c'est-à-dire qu'on l'attache à un objet, à un produit, plutôt qu'à un individu. Le produit vegan est un produit qui a fait l'objet d'une démarche de fabrication dont l'objectif était de ne pas passer par l'utilisation de l'animal et avec d'autres démarches aussi écologiques. Donc on peut y mettre beaucoup de choses en fait derrière ce terme. Il n'est pas vraiment aujourd'hui défini. Enfin si, sur le côté animal, mais aujourd'hui il veut dire beaucoup plus en fait. D'accord. Donc encore à creuser au fond. À creuser. Encore à creuser. Laurence, vous êtes une spécialiste du végétarisme. Enfin, vous avez étudié le végétarisme depuis un certain temps. Qu'est-ce que ça signifie ce terme? Et puis végétalisme aussi, qu'est-ce que ça signifie? Alors, le terme est aussi d'origine anglaise. C'est une traduction en français, c'est végétarianisme en anglais. Je pense qu'on peut le redédier à la fondation de la société végétarienne en Angleterre dans les années, si mes souvenirs sont bons, 1846, quelque chose comme ça. 47, voilà. 47 ou 46, voilà. Qui signifie une alimentation essentiellement végétale. Il va normalement avec celui de végétalisme, ça m'amuse toujours la traduction qu'on en donne maintenant sous le terme de vegan. Et puis il y a cette nouvelle mode aussi de flexitarisme qu'on n'entend pas encore trop dans l'univers comme ça alimentaire, mais qui me semble assez peu défini aussi dans cet univers alimentaire, mais qui visiblement prend du temps. Maintenant, ce que je trouve amusant, c'est qu'on définisse on dit que le véganisme c'est plus que le végétalisme, mais en réalité, dans la définition même du végétarisme et même du végétalisme, il y avait déjà compris ce non-usage, par exemple, des sous-produits animaux ou ce non-usage dans les loisirs des animaux pour ne pas les soumettre à la domination de la femme et de l'homme. Donc on voit qu'il y a un effet, c'est pas négatif, mais il y a un effet de mode dans l'usage du véganisme à l'heure actuelle. D'utiliser ce terme de véganisme alors que c'est la même chose du végétalisme. J'ai une image qui était dans ma thèse, c'était une image de Reiser, Jean-Marc Reiser. C'est un personnage qui dit qu'il est végétarien parce qu'il est habillé entièrement d'habits qui ne sont pas tirés de la production animale. Et pourtant c'est 1980.
Ce serait un vegan, donc. Ça serait un vegan. Enfin, il aurait les qualités véganes. Il n'était pas, mais disons. Voilà. Et est-ce qu'on peut revenir sur les circonstances un peu historiques de la création, de l'invention du mot végétarisme, Pascal? Oui, je crois que comme pour beaucoup d'autres questions, d'ailleurs, revenir sur les circonstances de l'apparition d'un mot, c'est capital, parce que sans être excessivement nominaliste et en ne prononçant pas le mot nominaliste devant un médiéviste, enfin de façon vulgaire, le mot c'est la chose aussi. Oui. C'est-à-dire que je soutiens, et pour beaucoup d'autres questions extrêmement lourdes de signification, que l'apparition du mot, c'est en soi un changement de la chose. Donc on pourra revenir sur le fait qu'on parle de végétarisme pour avant 1847 à peu près, ce qui est très problématique, franchement très problématique. Et ça vaut pour quantité d'autres notions très, très lourdes de conséquences. Mais ça apparaît comme par hasard effectivement dans une société bien spécifique, qui est la société britannique, plus généralement anglo-saxonne, avec une forte implantation encore aujourd'hui dans les cultures anglo-saxonnes, une société de culture prédominamment protestante, c'est-à-dire peu importe qu'il y ait eu effectivement des catholiques parmi les premiers végétariens ou des orthodoxes, etc., mais clairement tout ça est inclus dans une société dont les valeurs sont marquées par le protestantisme, par certains types de protestantisme. Et on y reviendra sans doute après, quand on pourra peut-être me permettre de raconter l'histoire des frères Kellogg, par exemple. C'est tellement significatif. Donc, culture protestante. Et il faudrait ajouter une autre dimension, parce que 1847, c'est la cristallisation importante, puisque c'est une société, une association, c'est un activisme. Mais évidemment, on peut remonter, sans aller jusqu'à Pythagore, on peut remonter déjà à un certain nombre de ses fondateurs qui sont actifs dans les années 1810, 1820, 1830. Ça veut dire que c'est également un effet de la sensibilité romantique. Et je pense qu'une bonne partie de ce qu'on peut dire sur le végétarisme, ça se réfère à cette alors autre invention, l'invention de la nature avec un N majuscule, par la sensibilité romantique depuis la fin du XVIIIe siècle, qui change complètement notre rapport à l'environnement. Lisez Alain Corbin et puis bien d'autres auteurs. Évidemment, la façon dont nous inventons, réinventons la montagne, le bord de mer, l'arbre, etc., c'est fondamental. Nous sommes encore cet après-midi, ce soir, des enfants de cette sensibilité romantique. Et ça permet de mettre en avant une notion qui est mal comprise, mais qui a fait l'objet déjà de travaux, en particulier en ce qui concerne la culture allemande, le naturisme. Qui n'est pas le nudisme. Le nudisme est donc une application du naturisme pour les yeux de certains Français, mais plus généralement une conception du rapport à la nature qui va nourrir toute une partie de la pratique médicale jusqu'à aujourd'hui, au moment où se crée d'ailleurs un autre type de médecine, etc. Donc pour simplifier, je dirais héritage du romantisme, ça on pourra peut-être le retravailler, et dans ce rapport à la nature, la prise en considération de l'animal, et ces années-là sont les années de la Constitution, d'abord en Angleterre comme par hasard, très vite d'ailleurs ensuite en France, et puis la loi Grammont, des sociétés de protection des animaux. Donc c'est très raccord, c'est très cohérent. Le lien avec une certaine conception anglo-saxonne du rapport aux politiques, d'ailleurs du rôle des associations, just do it, n'attendez pas que l'État... Et puis enfin, effectivement, le rapport au protestantisme, parce qu'il faudra insister sur le fait que dans sa forme moderne, je ne remonte pas au déluge, le végétarisme est quand même très marqué par les sensibilités religieuses, et en particulier par les sensibilités religieuses, je dirais, évangéliques. Mais ça, il faudra le démontrer. D'accord, la fable des frères Kellogg, qu'est-ce que c'est ça ? Oui, on peut y aller tout de suite. Oui. Si vous mangez des céréales au petit déjeuner, c'est le résultat d'un activisme réussi de la part de deux frères. Les frères, il y a John Harvey qui était, j'allais dire, le savant, et puis vous aviez l'entrepreneur, qui était Keith Kellogg, qui ont travaillé la main dans la main pour lutter, je simplifie, mais c'est exactement ça, contre l'abomination de la désolation, qui était pour eux le contre-modèle du petit déjeuner, je dirais, irlandais populaire, c'est-à-dire la pinte de bière, donc l'alcool, et la charcuterie, donc la viande. Et comme ils sont adventistes, alors il faudrait expliquer ce que c'était qu'être adventiste, c'est une dénomination, comme on dit en termes protestants, une dénomination protestante très spécifique, très intéressante, un peu apocalyptique d'ailleurs, on pourrait revenir là-dessus, et ils ont évidemment fait converger leur foi vers ce travail, mais pas que ce travail-là, autour de l'idée d'ailleurs d'une nécessité de réforme sanitaire. La grande formule des frères Kellogg, c'est la réforme sanitaire. Et ce sont eux qui ont, alors évidemment c'est une ambiance, c'est un milieu, mais c'est quand même le groupe Kellogg qui a mis au point les céréales au petit déjeuner, donc effectivement l'exact inverse de la pinte de bière et de la charcuterie, touchant en particulier les jeunes, c'est-à-dire qu'on commence le travail de réforme sanitaire, comme diraient les frères Kellogg, par la base, on commence par les jeunes, et puis un jour ils deviendront adultes, etc. Et ce sont eux qui ont aussi mis au point,
Enfin, il y avait eu, à la même époque, d'autres avaient eu la même idée, mais ce sont eux qui ont commercialisé et déposé le brevet du beurre de cacahuète. Le même principe. Donc, si je comprends bien, on est empoisonné par des évangélistes. Ça, c'est un jugement de valeur. Dans tous les avec cas, des adventistes végétariens. il ne faut pas perdre de vue la dimension religieuse. Ce qui est intéressant, c'est que plus on avance dans le siècle, 19e, 20e, plus la dimension laïque, la version laïque de tout ça prend de la place. Mais on fera peut-être tout à l'heure allusion à l'influence religieuse orientale. Bon, alors, Vous pouvez aussi être empoisonné par Birchard Muesli. Hein. Si je comprends bien, le végétarisme est né dans les années 1840. Et donc vous avez, Alexandra, vous avez écrit une thèse sur le végétarisme dans l'Antiquité, donc vous êtes complètement trompé, alors il n'y a pas du tout de végétarisme. Alors, je suis entièrement d'accord avec Pascal Horry sur le fait que le terme n'apparaît qu'au XIXe siècle et que c'est complètement impropre de l'employer pour des pratiques d'abstinence de viande dans l'Antiquité, à l'époque médiévale ou quoi que ce soit. Non, j'espère ne pas m'être trompée dans ma thèse. L'emploi volontaire de ce terme se justifie par une approche historiographique, c'est-à-dire que des historiens de l'Antiquité se sont intéressés à la question. C'est le cas de Marcel de Thienne, Jean-Pierre Vernant, qui se sont intéressés au sacrifice animal et donc son pendant qui est le refus du sacrifice et du coup l'abstinence de viande, et qui ont employé ce terme contemporain pour parler d'une pratique ancienne. Donc moi je l'ai réutilisé pour démonter, le but n'était pas de casser leur thèse, mais on va dire nuancer l'approche pour montrer non seulement que le terme était impropre, mais par contre que la pratique en effet existe. Alors cette pratique. Mais comment on l'appelle alors ? Alors elle a différents termes. On voit des formules telles que l'abstinence de viande, tout simplement, ou l'abstinence de chair. On trouve des termes qui se traduisent par une nourriture sans vie. Des formules aussi, celle-ci je trouve qui est assez révélatrice de toute la symbolique derrière, l'abstinence d'êtres animés, des êtres animés, donc qui ont une âme, qui ont une sensibilité, une raison, enfin il y a tout un discours important derrière, et aussi des formules plus larges, presque des paraphrases, qui vont être qui suit un régime alimentaire privilégiant les plantes plutôt que les animaux. Mais dans ces termes, en fait, on ne retrouve pas l'idéologie. C'est-à-dire que je pense, et là je reprends une distinction qu'avait fait, vous m'excuserez, son prénom m'échappe, mais j'ai que son nom de famille, donc qu'avait fait Le Cerf dans un article sur les interdits alimentaires, un article de 96, où il distinguait réellement le manger végétarien et être végétarien. Manger végétarien, vous consommez des végétaux, point. Être végétarien, il y a l'idéologie derrière. Donc dans l'Antiquité, je pense que c'est la même chose. Il faut faire cette distinction. Quand vous trouvez un terme comme l'abstinence de viande, il faut remettre en contexte pour savoir si vraiment ça s'inscrit, l'emploi de ce terme s'inscrit dans une défense de la pratique, dans une idéologie. Donc, je pense, voilà. Merci, oui. Les autres termes, je précise juste que du coup, les autres termes, où là je vous rejoins complètement, moi ça me fait sourire et parfois bondir l'emploi nouveau de véganisme que je trouve personnellement un effet de mode et un anglicisme ahurissant, parce que c'est du végétalisme et le terme existe depuis un certain nombre d'années maintenant. C'est pas contre vous du tout, hein. Je le souligne, mais voilà, les termes de végétalisme, véganisme, flexitarisme, ces pratiques n'existent pas dans l'Antiquité. D'accord. Donc Pythagore n'est ni végétarien, ni flexitarien, ni... le cas de Pythagore, voilà, on va le revoir. On en reparlera. On va en reparler. Dernier terme, flexitariste ou flexitarien. Donc vous avez peut-être un micro si vous voulez. Vous pouvez le garder d'ailleurs.
Donc, bain de baignoire, il est arrivé en France dans les années 2004 avec Marc Bittman, qui considérait qu'en fait, la viande prenait trop de place dans les assiettes et que 30% c'était largement suffisant. Donc, nous, on a toujours été un peu pour cette forme d'alimentation. Donc, quand on a ouvert nos restaurants, surtout, on pense que quand on mange, il ne faut pas être dans l'opposition. Alors, effectivement, on ne trouvera pas de pavé de bœuf ni de gros morceaux de viande chez nous, mais on travaille déjà qu'avec des circuits courts, qui était aussi sa philosophie, et on fait en fait que des produits frais de saison, que ce soit même au niveau des fromages, parce qu'il y a même des saisons pour les fromages. Donc on en consomme effectivement un petit peu dans le restaurant et on en sert. Donc le principe, c'est d'avoir pas énormément de choix, on n'a que 3 plats, et de faire soit une option végétarienne, soit une option végane, pas sur les 3 plats, mais elle existe, soit une option avec un petit peu de charcuterie artisanale, dont les cochons savent d'où ils viennent, enfin d'essayer de travailler proprement. Et l'idée, c'est de manger moins de viande, et surtout d'avoir le choix et de ne pas être dans l'opposition les uns des autres qui mangent de la viande ou qui n'en mangent pas. Voilà. Que ce soit au niveau même des boissons, c'est les circuits courts, enfin on essaie de laisser un peu tomber les grandes entreprises. C'est le principe. Merci, donc c'est tout à fait dans la ligne, vous pouvez le garder, dans la ligne de ces rencontres. On a parlé beaucoup de ces questions-là, de circuits courts, etc., etc. Bon, moi je voudrais un peu oui, Moi je voudrais intervenir justement sur le côté définition qui peut porter à débat. Du coup, pourquoi le dictionnaire français aurait adopté ce terme? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que... S'il existait déjà, pourquoi le petit Robert a décidé de l'adopter? Je pose la question, je ne savais pas moi. De la même façon, on peut se demander pourquoi le petit Robert supprime des termes qui sont encore reconnus par l'Académie française et qui sont un peu moins usités, donc qui sont exclus des versions courtes du petit Robert. Je pense simplement parce que c'est un emploi quotidien. Enfin, on le voit. Enfin, en ce moment, vous pouvez limite pas ouvrir la page web du Monde sans avoir un article sur ces questions-là. Donc, je pense que c'est un terme en fait qui est largement employé. La démarche, ma démarche, elle s'appuie dans une démarche historique, parfois pluridisciplinaire, et pour moi, tant que ça n'a pas une valeur, on va dire, sociologique, dans le cadre de mon travail, en tout cas, j'ai du mal à l'accepter, à l'admettre, on va dire. Donc après, au quotidien, si je parle avec des personnes comme vous qui le pratiquent, on ne va pas discuter 10 ans sur la définition, et je ne vais pas vous convaincre mordicus que vous avez tort ou quoi que ce soit, parce que ce n'est pas une question que vous avez tort ou vous avez raison. En fait, c'est dans une démarche scientifique et historienne où je vais prendre du recul par rapport à ces termes. Après, dans un discours banal quotidien, le degré de langage est différent. Pascal, brièvement. Oui, mais simplement 2 phrases. La première, les dictionnaires, y compris l'Académie française, qu'on oublie souvent, enregistrent l'usage. Donc ils ne prennent pas position. Quand un usage est assez développé, décalé pour la ça rentre dans les française, dictionnaires. En revanche, pourquoi est-ce que véganisme aurait tendance à se substituer même dans les espaces francophones à végétalisme? C'est un signe parmi 10 525 autres d'une hégémonie anglo-saxonne. Et quand je dis hégémonie, ce n'est pas non plus un jugement de valeur. Mais de la même façon, effectivement, les modes d'organisation végétarienne sont venus du monde anglo-saxon. Oui, c'est ça. Le mot vegan était particulièrement développé, l'activisme vegan était particulièrement développé aux États-Unis. Finalement, le petit végétalisme n'a pas tenu. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas policière des mots. Moi, je m'en fiche que les gens utilisent vegan. C'est plus facile de dire vegan que végétalien. Peut-être qu'il y a une consommation féminine dans le vegan et pas dans le végétalisme, ce qui irait assez bien aussi avec les gens qui choisissent de devenir végétarien ou de manger végétarien. Mais surtout, ce qui est juste amusant, c'est de dire qu'ils vont plus loin dans la pratique, alors que ça se trouvait déjà avant. C'est comme si vous voulez, les véganes pensent avoir mis au point quelque chose de tout à fait nouveau. Après tout, tant pis, ils le vendent mieux que les précédents. Mais c'est juste ça, c'est cette idée que c'était déjà contenu dans ce qui s'appelle végétalisme. Alors, c'est tout à fait passionnant, mais on n'a pas le temps trop d'approfondir cette première question, parce qu'il y en a 3 autres, donc tout de même. Et donc,
au-delà d'une réflexion sur la période où telle et telle conduite ou mouvement est né, il y a, je crois, un discours qu'il faut interroger et des auteurs de référence. Donc ça m'intéresse. Quels sont les auteurs de référence en la matière ? Quels sont ceux qui sont reconnus par tel et tel mouvement ? On cite souvent, par exemple, Pythagore, si j'ai bien compris, à tort. En quoi, lui et son mouvement sont-ils végétariens ? Mais bon, voilà, vous avez déjà dit des choses, mais peut-être il faut peut-être donner encore des précisions. Et puis, au-delà de Pythagore, est-ce qu'il y a eu d'autres fondateurs, d'autres modèles, d'autres gourous dans l'histoire ? Et aujourd'hui, quels sont les relais de ces mouvements, par exemple dans le monde de la restauration, qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de ces rencontres. Alors je sais, ça fait beaucoup de questions, mais commençons par Pythagore. On va lui régler son sort, lui. Oui, c'est un argument qu'on retrouve souvent à la fois chez les historiens et chez les adeptes contemporains du végétarisme, que le végétarisme arrive dès l'Antiquité avec Pythagore, donc le père de la philosophie. Pour les Grecs, c'est un personnage qui est né au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et le problème, c'est que les connaissances que nous avons de ce personnage sont tardives. C'est-à-dire que les biographies que nous avons sur ce philosophe et ses adeptes sont des biographies qui datent du IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc il y a une forme d'anachronisme qui se crée, c'est-à-dire que on reconstruit le personnage de Pythagore en fonction de sensibilité personnelle des auteurs qui ont fait la biographie. Et il n'y a absolument, les sources en fait du VIe siècle sont soit extrêmement fragmentaires, c'est-à-dire qu'on a très très peu d'informations et absolument pas ces informations sont absolument pas révélatrices, soit dans d'autres aspects inexistantes. Donc c'est très compliqué d'affirmer strictement que Pythagore était végétarien. Ça s'inscrit. Il y a 3 biographies, les 3 datent du IIIe siècle et nous sommes dans après Jésus-Christ. Voilà, oui. 3e siècle, pardon, après Jésus-Christ, et nous sommes dans une période. Nous sommes dans une période où il y a une revalorisation du philosophe. Il y a toute une réflexion autour de la figure du philosophe, et comme je l'ai dit avant, Pythagore est le père de la philosophie, donc il y a une création presque fantasmée des pratiques et des discours qu'il pouvait tenir. Mais ceux qui écrivent sur Pythagore, qui construisent en quelque sorte cette figure de Pythagore, alors on ne va pas dire végétarien, mais abstinent de viande, voilà, est-ce que c'est eux-mêmes des abstinents de viande, c'est eux-mêmes des partisans? Alors sur les 3 biographies, il y en a un seul. Oui. Qui est partisan, clairement, puisque là, pour le coup, on a la chance que son traité soit conservé. Cet auteur s'appelle Porphyre. Il a écrit un traité de l'abstinence dans lequel il défend l'abstinence de viande pour des arguments extrêmement variés. Les 2 autres, Jamblique et Diogène Laërce, ne sont pas du tout abstinents. Mais avant Porphyre, il y a quand même un auteur peut-être un peu plus connu par certains d'entre vous, qui est Plutarque, qui a défendu dans 3 traités consacrés aux animaux, qui a défendu la pratique de l'abstinence de viande. Et tout ça, c'est des philosophes, au fond, c'est des intellectuels. C'est un régime pour intellectuels, non, c'est ça? Ça s'inscrit on est dans l'alimentation, on est dans le marqueur identitaire, le philosophe depuis Platon, à peu près, depuis les écrits hippocratiques et ensuite donc repris par Platon sur certains aspects. Le philosophe est un être mesuré, qui se contente d'une nourriture que la nature lui offre, donc une nourriture principalement végétale. Il faut c'est pas qu'il faut, mais la viande apparaît comme un aliment non nécessaire, qui empêche au philosophe de se consacrer à son activité philosophique. Et surtout, il y a une réflexion sur la digestion de la viande qui
qui oblige le corps à consacrer une énergie importante, et pendant que le corps se consacre à digérer ce mets, l'âme ne peut pas se consacrer à la philosophie. Donc il y a une réflexion ascétique derrière qui a été reprise. Donc dans l'Antiquité, on va dire, le végétarisme est une affaire, enfin végétarisme sans le mot, le végétarisme est une affaire de philosophes. Et à l'époque, au 19e et au 20e siècle, je sais, Pascal, nous savons tous que tu t'intéresses beaucoup aussi à l'histoire politique. Est-ce qu'il y a un lien avec l'histoire politique? Est-ce que le végétarisme, c'est de droite ou de gauche? Au 19e et au 20e. Et au 20e aussi. Au début 20e, oui. Il y a un lien avec l'histoire politique dans la mesure où peu à peu, il y a un processus de laïcisation qui fait que des groupes qu'on qualifierait de religieux, plusieurs siècles avant, et qui assurent le relais, parce qu'on en reparlera peut-être, il y a quand même des lieux à l'échelle de la planète, si on n'est pas centré seulement sur l'Occident. Je maintiens que le végétarisme est né en Occident et qu'il finit par colorer l'ensemble de la planète, comme bien d'autres phénomènes nés en Occident. Mais si on prend de la hauteur, il est évident qu'il y a du côté de l'Inde, du côté du Moyen-Orient, du côté du jaïnisme, d'une partie de l'hindouisme, pas de l'hindouisme, du soufisme, il y a évidemment des pratiques ascétiques qui sont souvent végétariennes. Ça, c'est important parce que ça permet d'éclairer, d'ailleurs, entre guillemets, Pythagore et les autres. Et l'arrivée au 19e siècle, Bruno, d'une forme d'orientalisme, ça peut nourrir intellectuellement des Occidentaux. Donc, il faut quand même insister là-dessus. Mais pour le reste, effectivement, moi, ce qui me frappe, c'est le lien entre le choix végétarien et des formes de radicalité. On parle du 19e et du début de radicalité religieuse, puisque, je répète, les adventistes, tel ou tel groupe baptiste, etc., sont à la fois très représentatifs d'une partie de l'opinion anglo-saxonne, je maintiens anglo-saxonne, mais loin d'être majoritaires, ce sont généralement des minorités très actives, et que d'autre part, peu à peu, elles se conjoignent avec des groupes qui sont proprement laïques et qui ont un projet politique laïque. Le naturisme allemand, par exemple, a aussi bien une branche d'extrême droite, pour simplifier, et d'extrême gauche. Ce sont plutôt les extrêmes, d'ailleurs, qu'on va retrouver. Ce qui permet de retrouver, effectivement, à mon avis, une certaine surreprésentation des radicaux de gauche. Aujourd'hui, on voit très bien... Pas au sens strict du terme. La gauche radicale, voilà, la gauche radicale, libertaire et anarchiste, qui est quand même très présente encore aujourd'hui, et peut-être plus que jamais aujourd'hui dans certains mouvements végétariens, mais aussi des radicaux de droite. Parce qu'il ne faut pas oublier que, si je parle de l'hindouisme, à l'heure actuelle, quel est le plus grand parti populiste du monde, qui est même le plus grand parti du monde, il a plus d'adhérents que le Parti communiste chinois, c'est le BJP, qui est au pouvoir en Inde, qui est un parti hindouiste, anti-musulman, très populiste, qu'on peut classer à l'extrême droite, et qui est peuplé de végétariens. Bon. Et vous avez d'autres... Mais si, malgré tout. Donc, je veux dire, vous pouvez avoir des pratiques, et même une théorie végétarienne, dans le BJP, c'est très clair, et avoir des positions qui ne se situent pas à l'extrême gauche. Mais c'est vrai qu'il y a un radicalisme qui se retrouve là-dedans. De la même chose dans le mouvement naturiste qui a été étudié par Arnaud Bobéro, ce mouvement naturiste allemand, vous avez une branche absolument libertaire, et puis une branche qui va rejoindre le nazisme, etc. Donc, c'est plutôt le radicalisme qui me frappe. Et puis, la troisième étape, c'est l'époque dans laquelle on est, et je vais passer le relais, je trouve assez intéressant qu'à partir du milieu des années 1970, moi j'ai ma petite théorie sur les grands basculements que j'appelle la révolution de 1975, pile, c'est en 1975 que paraît le livre sur la libération animale de Peter Singer. C'est après 68 ? Oui, enfin... C'est pas 68. C'est la fin des 30 Glorieuses, ouais. Mais pas simplement des 30 Glorieuses, c'est à l'échelle de la planète, puisque lui n'est pas un Français. Et sans doute que Tom Reagan, c'est un pas supplémentaire. On est en 2004 sur les droits des animaux. Donc, et comme par hasard, c'est le monde anglo-saxon. Mais ce sont plutôt des philosophes. C'est-à-dire qu'on s'éloigne un petit peu, je dirais, de l'image du gourou, pour simplifier, des militants politiques qui sont encore là. Et on atteint effectivement à une reconnaissance philosophique assez intéressante. Ce sont souvent des profs de philo d'université. Hein. Et ça me paraît quand même assez significatif de notre époque. Ça fait 50 ans à peine. Hein. D'accord. Et tu parlais du jaïnisme. Hélène, est-ce qu'il y a des différences entre vegan et jaïnisme ? Oui, alors une confusion qui revient souvent dans les échanges autour du véganisme. Désolée, je vais utiliser ce terme. C'est la confusion entre deux principes. Il y a une religion donc, qui s'appelle le jaïnisme, qui est basée sur le principe de ne pas tuer de créatures. Or, le véganisme ne s'inscrit pas exactement dans cette approche. On peut l'allier plutôt à une approche antispéciste,
qui est là plus politique et qui s'inscrit sur le refus de participer donc à l'exploitation des animaux. Et c'est là qu'on retrouve une différence avec le jaïnisme, qui là, le jaïnisme s'applique aussi aux animaux qui ne sont pas exploités par l'homme, donc c'est l'animal qu'on rencontre dans la rue, qu'on écrase sous son pied par inadvertance. Donc ça, c'est une petite notion qui n'est pas bien comprise. Il faut parler, enfin, il faut faire la pédagogie là-dessus, mais c'est une source de confusion dans les débats autour du véganisme. D'accord. Bon, au fond, on rentre un peu dans ce que je voulais aborder ensuite, c'est-à-dire que c'est la période actuelle. On sent de toutes parts monter une réaction contre la viande, contre la consommation de viande, dont il a été question dans la table ronde précédente. Comment expliquer cette poussée actuelle du végétarisme, entre guillemets, enfin j'utilise végétarisme dans un sens un peu, pas nécessairement précis, quoi, hein, au sens large et singulièrement donc du véganisme. Quelles raisons sont alléguées par ces tenants ? Quelles catégories de la population aussi sont concernées ? Ça, on pourrait peut-être. Est-ce qu'on est en mesure maintenant de faire une analyse sociologique de ces affaires ? Alors, c'est toujours très difficile de savoir, de calculer, d'avoir des statistiques des végétariens, du végétarisme, des véganes, parce que justement les gens se définissent comme mangeant parfois végétariens, mais pas forcément comme végétariens. Or, s'ils se définissaient comme végétariens, on pourrait les recenser comme membres de telle ou telle association, mais ce qu'ils font pas, c'est souvent les gens, ou ils le faisaient peut-être il y a une cinquantaine d'années, mais ils le font plus maintenant. Donc c'est très difficile. Moi, je veux pas, enfin j'en discutais à midi avec une collègue, mais c'est peut-être autour des 6%, 5% en France. C'est autour maximum des 10% en Suisse, selon une enquête assez récente qui a été faite dans les règles de l'art, même si elle a été commandée par une association prosélyte. C'est généralement 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes, et c'est généralement aussi plutôt les classes moyennes à aisées, même s'il y a effectivement quelques éléments peut-être ouvriers qui, dans l'histoire, aussi se sont voulus végétariens. Et ça correspond, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ça correspond à une certaine jeunesse. Oui. C'est-à-dire que, enfin, moi je fais cette théorie que ça marchait peut-être aussi avec des changements dans un cycle de vie. Donc c'est souvent aussi des jeunes qui quittent le foyer familial ou des gens qui se tournent vers le végétarisme à la suite d'une maladie ou à la suite d'un événement dramatique dans leur vie. Mais sur le plan des classes sociales, ça c'est quand même très très important, c'est vraiment majoritairement des classes moyennes, voire aisées. Moi j'avais lu, alors c'est pas une source, enfin c'est quand même dans Le Monde, hein, voilà, les résultats d'une enquête qui justement me permet de poser la question pour voir si elle est vraiment fiable, qu'on avait fait une analyse justement par catégorie socio-professionnelle, on avait trouvé que les végétariens étaient plus effectivement CSP+, et que les véganes en revanche étaient plutôt pas CSP+, alors... Vous confirmez Je ne peux pas le dire parce que j'ai pas accès. Alors, c'était une enquête, voilà, donc ça m'a un peu surpris, mais ben voilà. Il faut voir d'où viennent les statistiques, comment elles sont faites. Oui. Alors peut-être que vegan, il y a un effet Noël qui fait que pour l'instant c'est plus large. Je ne sais pas. Bon, moi, dans l'enquête suisse, c'est le contraire. Les véganes sont encore plus. C'est encore plus CSP+. Ouais, CSP+. Je pense que significativement, on progresse, bien sûr, mais on part de très bas en ce qui concerne la connaissance statistique fine d'une notion qui elle-même se complexifie sans arrêt, puisque maintenant on a un arc-en-ciel dégradé de couleurs. Et justement, Marion, les personnes qui fréquentent votre établissement, quel est leur profil ? Bizarrement, on a été quand même relativement surpris parce qu'au début, vu qu'on est passé pour un resto un peu diététique, il y a des gens qui nous disaient j'ai mangé de la viande toute la semaine, je viens manger chez vous, il faut que je me purge. Donc bon, après on voit ça comme on veut, mais c'était assez rigolo, la détox. Mais en fait, on s'est aperçu que on n'a que 2 ans et 3 mois d'ouverture, mais que les clients étaient de plus en plus jeunes. En fait, au début, on avait vraiment une clientèle quand même de femmes, je dirais, entre 45, 60. Au début, quelques hommes aussi. Forcément des personnes de bureau, je dirais. C'est vrai que chez nous, on n'a pas beaucoup d'ouvriers.
Et en fait, plus ça a été, et plus on s'aperçoit que le soir, notamment, surtout le week-end, on a des jeunes entre, je dirais, 21, 26 ans. Et ça, on s'y attendait pas trop. Mais vraiment, des gens qui se sont tournés récemment vers le végétarisme, qui n'était pas, enfin, une alimentation végétarienne, c'était pas forcément dans leur mode d'alimentation lorsqu'ils étaient jeunes. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une cause ou est-ce qu'il y a une multiplicité de causes? Quelles sont les causes dans cette évolution qu'on rencontre aujourd'hui, Pascal? Est-ce qu'il y a des causes générales? En y réfléchissant, un peu pour toi, Bruno, mais un petit peu avant aussi, depuis quelque temps, puisque je pense que la montée, sans doute, résistible au sens où on n'imagine pas pour l'instant, en perspective humaine, 100% de végétariens, mais la montée quand même accélérée du végétarisme dans toutes les sociétés, mais avec des points de départ très variables. Regardez là une carte, malgré les statistiques, je le répète, floues, le contraste avec la frontière entre les États-Unis et le Mexique, par exemple. C'est deux planètes différentes. Donc quand même, il y a des cultures nationales derrière. Je m'interroge pourquoi est-ce qu'un des pays qui aurait le plus fort taux de végétariens serait Israël, par exemple. Donc il faudrait travailler là-dessus. Mais enfin, si on se met d'accord là-dessus, on peut dire que je pense qu'il y a un phénomène de mondialisation, en particulier les modèles alternatifs du modèle occidental, productiviste, 30 glorieuses, rattrapage aussi tout simplement de la disette. Et alors là, ça vaut pour la planète entière, c'est-à-dire que les Occidentaux qui disent aux non-Occidentaux, écoutez, c'est pas bien de faire ce que nous avons fait avant. Bon. Donc il y a quand même un phénomène de mondialisation qui amène à considérer qu'après tout, il peut y avoir une diversité de choix de modèles alimentaires. Il y a un deuxième élément qui est sans doute le plus important, qui serait, j'allais dire, social. C'est-à-dire que nous sommes de plus en plus, même l'Afrique, regardez le Nigeria, des sociétés urbaines. Et derrière, des sociétés industrielles. Donc le rapport à l'animal n'est plus le rapport rural. Pour simplifier le rapport rural à l'animal, il est utilitaire, il est de proximité. On a l'animal chez soi. Le chat et le chien, comme tu le sais Bruno, n'ont pas de nom d'ailleurs en général, c'est chat, chien. Médor, Azor, c'est des noms de l'aristocratie, des romans de chevalerie. Mais au départ, il n'a pas de nom, c'est utilitaire. On vit avec l'animal, et bien sûr, quand il est dans la ligne des animaux qu'on mange, eh ben, on l'aime, on vit avec lui, on le tue, on le mange. Ça, c'est un rapport rural. Évidemment, maintenant, mademoiselle ou mes enfants, etc., vous n'êtes pas confrontés à l'abattoir qui était dans la ville il y a quelques siècles, etc. Et donc, l'animal, ça serait plutôt un animal de compagnie. On n'imagine pas qu'on va le faire souffrir, etc. Et en plus, quand il y a des vidéos de L124, bon. Donc, c'est vrai que notre rapport change complètement. Et nous sommes définitivement des urbains. Et je répète, ça concerne la planète entière, avec des degrés variables. Ça change complètement le rapport. Mais c'est vraiment... Ça n'a rien d'objectif. C'est-à-dire que alors, en tant qu'historien de la culture, je suis absolument persuadé qu'on se donne à chaque fois les arguments qui vont dans le sens de ce que l'on pense croire de toutes les façons. Donc, les vaches qui pètent, etc., c'est complémentaire. Mais en réalité, ce qui change, c'est qu'on n'est plus des ruraux. On est des urbains. Puis le troisième élément, c'est l'individualisme. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus nombreux, d'où les jeunes, d'où les CSP, peut-être pas toujours plus, mais enfin bon, d'où les urbains, les citadins, les hippies ou je ne sais quoi, qui en fait, décident de faire leur propre réforme sanitaire ou leur propre réforme morale dans l'assiette. Et là, je pense que c'est un mouvement qui se développe, là aussi à l'échelle de la planète. Ceci posé, au même moment, on peut dire qu'en Inde même, en Chine, en Amérique latine, il se passe des évolutions qui font qu'on est encore loin d'un alignement universel sur ce modèle. Très loin même. Laurence, est-ce que vous êtes d'accord avec ces causalités-là? Je vous sens un peu... Non, mais il y a deux choses. D'une part, je pense qu'il y a de multiples raisons de devenir ou de manger végétarien. Et qu'on commence parfois par le problème de l'abattage de l'animal, et c'est ça qui nous porte, enfin, nous, je ne suis pas moi-même végétarienne, mais qui porte l'individu qui fait ça. Mais parfois, ça peut être simplement quelque chose qui est lié à la santé ou à un changement de diète. Et ensuite, toutes ces causes se solidifient autour d'un style de vie. D'ailleurs, on en parlait ce matin. Hein. Ça peut être un style de vie. C'est un ethos d'être végétarien. Donc, les choses s'additionnent. Maintenant, par rapport à ce que dit mon voisin, fondamentalement, il a raison. Hein. Je veux dire,
ce qui dépend, c'est juste, bien sûr, mais ça n'explique pas le changement ces 30 dernières années. Parce que ce que vous dites par rapport à l'éloignement de l'abattoir, ce que vous dites par rapport aux animaux domestiques, c'était déjà le cas il y a 30 ans quand j'enquêtais. C'est la théorie qu'on tenait déjà. Ça s'est quand même beaucoup accéléré, je pense. Oui, non, mais alors justement... Et d'ailleurs, paradoxalement, si je peux remonter au romantisme, le siècle des Lumières, c'est le siècle qui commence à mettre à distance les cimetières, à la campagne, plus autour de l'église, et les abattoirs, les prisons. Donc, cette sorte d'hygiénisme, ça remonte loin. Hein. Et paradoxalement, ça laissons terminer Laurent. Je suis d'accord avec vous, mais moi, ce que je cherche, c'est pourquoi ça a été un peu silencieux pendant quelques années, entre les années où j'ai enquêté et les années où maintenant ça prend, disons, une grande ampleur depuis 5 ans. Alors, il y a des choses moi, je pense qu'il y a d'autres choses. Il y a des philosophes qui ont pignon sur rue. Peter Singer, c'est une chose, mais il y a pas mal de philosophes en France. Vous le voyez aussi depuis... C'est les nouveaux gourous, c'est eux, non? C'est pas des nouveaux gourous, c'est simplement des philosophes qui regardent le rapport à l'animal, et moi je trouve que c'est assez intéressant. Il y a la planète qui se porte encore plus mal qu'il y a 50, 60 ans. Les crises alimentaires, il y en a Prise de conscience. Ouais. Voilà. Il y a l'aspect politique, à mon avis, qui est très important, et il y a surtout, c'est pour ça que j'étais d'accord avec vous, il y a les réseaux sociaux. Mais elle l'a pas encore dit, hein, donc. Elle l'a pas encore dit, mais je l'avais dit autant qu'elle. Je veux dire, ces réseaux sociaux qui permettent une information et une politisation beaucoup plus grande qu'il y a 30 ou 40 ans. Et puis, les frontières entre humain et animal, qui avait déjà tendance à devenir un peu flou, d'ailleurs, Singer l'avait dit, mais c'est de plus en plus flou. Ah, pardon. Ces frontières animal-humain deviennent floues dans plein de domaines, en biologie, en médecine, en santé. Donc ça peut justement encourager à l'antispécisme. Ok. Juste un mot d'Alexandra, et puis après, on interrogera Hélène sur la vision des choses. C'est plutôt un questionnement, en fait, parce que sur ces 2 journées, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ressort, et ça m'interroge sur la montée du végétarisme et des déclinaisons que l'on a récemment. J'ai vraiment l'impression qu'il y a cette revendication identitaire qui émerge dans toutes les tables rondes qu'on a pu voir. Et ce matin, il y a eu quelque chose qui a été intéressante, qui a été dite, c'est chercher du sens. Et je me demande justement si cette montée du végétarisme, du véganisme, du flexitarisme, avec ces déclinaisons de termes, il n'y a pas cette volonté identitaire, non pas individuelle, mais de se retrouver aussi autour de pratiques alimentaires communes et de se revendiquer de cette façon. Enfin, c'est une question. Alors, ça peut être raccourci. Mon questionnement peut être assez raccourci, je ne sais pas, mais c'est un questionnement qui... Oui. Moi, je crois que c'est quelque chose qu'on trouvait déjà il y a 30 ans. Donc, la question du sens ne m'apparaît pas être l'explication pour l'augmentation du végétarisme. Mais en revanche, on peut faire communauté de manière beaucoup plus souple, justement via les réseaux sociaux au travers de ça. Oui, et c'est pour ça que j'attache autant d'importance avec madame à la question des réseaux sociaux. Voilà, la nouveauté, c'est peut-être aussi le lien qu'il y a entre tous ces éléments. C'est ça aussi. Hein. Voilà, c'est le sens global. Oui, je pense que... Sur Internet, donc. Hein, je pense, alors, on vous attend. Pour ma part, donc, je peux parler que, voilà, de ce qui peut de l'évolution de ces dernières années. C'est certain que les réseaux sociaux ont joué un rôle dans le partage de l'information sur le végétalisme, que ce soit sur l'aspect nutritionnel ou sur l'aspect éthique animale, c'est certain. Avec ces outils, maintenant, on peut partager 24 heures sur 24. Comme Alexandra en parlait, c'est difficile maintenant d'ouvrir un réseau social, que ce soit Twitter, Facebook, sans tomber à un moment donné sur l'évocation de ce genre de problématiques. Donc, cet outil a participé certainement et surtout auprès des jeunes qui sont les utilisateurs premiers de ces outils, à prendre contact en fait avec déjà voilà, toutes ces informations et avoir le choix donc de suivre le voie du végétarisme. Après, je suis aussi d'accord donc sur le côté mondialisation, le nombre d'images, de vidéos choquantes, que ce soit sur la condition animale ou sur la pollution, sur la déforestation, toutes ces choses qui nous touchent tous, participent
participent à ce choix et à la diffusion plus large en fait de l'information écologique, parce qu'aujourd'hui je pense que le véganisme s'inscrit dans un mouvement écologique. Voilà, donc c'est global, c'est ça l'idée. Hein, donc plus global, une réflexion plus globale sur la place de l'homme et sa façon de consommer la planète. Oui, juste tout simplement pour lancer l'idée que on se retrouve en communauté. Moi, je rappelle ce dessin qui a dû paraître dans le New Yorker ou dans un magazine anglo-saxon analogue, qui est un classique, The Last Thanksgiving. Et quand on sait ce que c'est que le Thanksgiving pour les États-Unis, c'est la fête identitaire beaucoup plus que le 4 juillet. Hein. Et évidemment, il n'y a plus rien sur la table, il n'y a plus de dinde. Et au-dessus de chaque convive, il y a une petite bulle. Il y en a qui dit « je suis vegan, je suis cachère, je suis gluten-free », etc. Donc on ne peut plus faire communauté. Donc les réseaux sociaux, il ne faut pas oublier que ça contribue à constituer aussi des tribus. Et là, ce n'est pas non plus un jugement de valeur. Mais ne croyez pas que les réseaux sociaux vont constituer une communauté. Au contraire, ils multiplient les tribus. Et il y a une tribu végane, comme il y a sans doute une tribu carniste. Hein. C'est plutôt l'effet des multiplicateurs, j'ai l'impression, qu'on évoquait pour l'Internet. C'était le fait que... Il y a l'effet des multiplicateurs, mais il y a aussi le fait de se retrouver dans une toute petite communauté. Moi, j'emploie ce terme dans une configuration, ou même très grande. Une grande configuration. Mais bien sûr, mais je pense aussi le fait que tout le monde soit maintenant d'un régime particulier. Voilà, c'est les alimentations particulières. Puisse se revendiquer d'un régime particulier contribue au fait qu'on puisse se réclamer d'être végétalien, vegan, plus facilement qu'avant. C'est pour ça que avant de passer pour... Bien, alors il nous reste 5-10 minutes, grand maximum, pour aborder la dernière question que je voulais vous poser. Le végétarisme peut être partiellement considéré comme une réaction contre la consommation excessive de viande, excessive dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Assiste-t-on à l'affrontement inéluctable de deux modèles, le végétarisme et le carnisme? On pense à certains livres récents qui ont posé cette question de manière forte, on va dire. Peut-on dire qu'il s'agit d'un tournant historique dans l'histoire de l'alimentation? N'y a-t-il pas des accommodements possibles? Est-ce qu'il n'y a pas une position centriste, en quelque sorte? Je voudrais me tourner vers Oriane, c'est ça, pour lui demander un peu... Elle, donc, si j'ai bien compris, vous êtes une convertie de fraîche date, c'est bien ça. Et donc, qu'est-ce qui a motivé un petit peu votre changement? Alors, c'est un peu compliqué. En fait, ce qui m'a motivée, c'est surtout la condition animale, comme parlaient les autres. Parce que je suis très touchée par ça et ça a commencé à me faire réagir. Donc, j'ai voulu commencer à devenir végétarienne quand j'étais encore au lycée. Et j'étais interne, en fait. Donc, j'étais tout le temps là-bas. Et ça, c'était pas possible parce que j'ai attrapé des carences. Parce qu'il n'y avait rien pour remplacer la viande dans le mode d'alimentation que la cantine me donnait. Donc, j'ai eu plusieurs carences en fer. Et j'ai décidé de manger de la viande pendant cette période pour éviter de tomber malade. Et du coup, j'ai décidé qu'après le lycée, j'aimerais faire la transition. Donc j'ai commencé par être flexitarienne, grâce au resto de mes parents quand même, qui m'ont appris des recettes, comment remplacer la viande, parce qu'il ne faut pas devenir... l'alimentation végétarienne, c'est quand même complexe, parce qu'il ne faut pas arrêter la viande et pas la remplacer. Donc j'ai appris un petit peu comment faire, et après, maintenant, j'étais très longtemps flexitarienne, et je suis devenue depuis peu végétarienne à 100%. Végétarienne, mais pas végane. Non, pas végane. Encore. Donc j'ai l'alimentation, comme disait madame, végétarienne, c'est ça, mais pas végane. Bien sûr, allez-y. Je voulais juste dire qu'au niveau des restaurants scolaires, ils font aussi, c'était peut-être un peu terre à terre, mais leur propre perte, parce que ce qu'on sert en viande, les enfants ne veulent plus le manger. Honnêtement, ils passent par des appels d'offres, la viande est d'une qualité assez horrible dans la plupart des restaurants scolaires, et ils feront leur propre malheur au niveau... Du carnisme, parce que les enfants se l'interdisent eux-mêmes parce qu'elle n'est pas bonne. Et ça, c'est vrai pour la plupart des restaurants scolaires. Voilà. C'est je ne sais pas, la plupart, c'est possible. J'en sais rien. C'est une question qu'on peut avoir. Alors, donc... végétarisme, carnisme, donc ça peut être un conflit intérieur et donc une conversion progressive pour ce qui vous concerne. C'est bien ça. Voilà, mais c'est aussi un affrontement, je veux dire, politique, idéologique, philosophique. Est-ce qu'il est déjà là ou est-ce que c'est notre horizon? Comment on voit les choses? Je sais pas qui veut... Je pense qu'il est déjà là, et en effet, les médias, il n'y a pas que les réseaux sociaux dans les médias, mais les médias contemporains exagère d'une certaine façon la représentativité de deux avant-gardes.
hein, carniste et végétarienne. Hein. Et c'est carniste, c'est pas une arrière-garde plutôt, non ? Non, parce que je pense, enfin, on verra bien. Je pense qu'on ne sera pas, en tous les cas, encore vivant avant de voir l'éventualité du triomphe du végétarisme. Je reviendrai dans 30 secondes sur le triomphe éventuel du végétarisme. Mais ce sont des avant-gardes, et bien entendu, comme la plupart du temps, la plupart des sociétés, elles ne se situent pas à ces deux extrêmes. Et effectivement, le flexible qui est dans l'espace ou dans le temps, c'est-à-dire on peut avoir des périodes flexibles, des périodes un peu plus recentrées, etc. Ça me paraît être quand même ce vers quoi on s'oriente. Alors, on ne va pas développer les raisons pour lesquelles on s'orienterait vers ça. En revanche, ce que je voudrais signaler, c'est qu'il y a un enjeu politique, parce qu'il faut quand même à un certain moment parler de politique, au sens le plus noble, le plus grec du terme, bon, pas politicien, etc. Bref. C'est-à-dire que regardez ce qui s'est passé avec l'alcool. Les frères Kellogg étaient anti-alcooliques, beaucoup. En général, il y a un lien entre les deux. On est arrivé à des situations de prohibition. Donc, quand je lis effectivement, sans être un spécialiste, les réseaux sociaux véganes, par exemple, il est clair qu'il ne s'agit pas simplement de défendre le véganisme, il s'agit d'aller jusqu'à la prohibition. Hein. Donc voilà, moi je constate, je suis historien, je suis spectateur. Je signale simplement en tant que alors petit expérimentateur historien, c'est-à-dire la prohibition de l'alcool, le Volstead Act 1919, le 18e amendement de la Constitution, c'est important. Prohibition de l'alcool, ça a été évidemment à l'époque un échec, puisque ça a suscité le développement d'une consommation clandestine, défectueuse, et comme vous le savez, la mafia américaine s'est définitivement installée grâce à la prohibition. Elle était en train de monter, mais grâce à la prohibition, là, elle est restée, elle est encore chez nous, aux États-Unis, si j'ose dire, dans le monde occidental, depuis cette époque-là. Donc effectivement, je pense qu'il n'est pas exclu que dans certains pays, on parvienne peut-être à des situations de prohibition. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on aille forcément dans une logique de libéralisme intégral. Le discours, peut-être, alors effectivement, je serais d'accord pour dire peut-être arrière-garde pour le carniste, c'est-à-dire ils sont plutôt sur la défensive. Mais l'offensive avant-gardiste dit clairement, nous voulons la prohibition, par exemple, de la consommation de l'animal par abattage. Alors après, il y a peut-être la question des œufs, du lait, de la soie et du cuir. Et donc, si on arrive à des situations de prohibition, je pense qu'on risque fort de connaître le phénomène des États-Unis, c'est-à-dire des phénomènes de compensation. Ce seront les plus riches qui auront droit clandestinement à la viande, mais ce ne sera pas sans doute la prohibition, socialement, qui fera disparaître les tendances omnivores de l'être humain. Je rappelle que l'homme de Néandertal était déjà carnassier, même pas carnivore, hein, puisque la boucherie, d'après des recherches très pointues en ce moment au Muséum national d'histoire naturelle, la boucherie est mise en place à l'époque de Néandertal, avant le sapiens sapiens. Enfin, il a une alimentation aussi partiellement végétale, importante. Hein. Bien sûr, partiellement. Mais il y a une chercheuse actuellement, que je connais bien, qui travaille sur l'invention de la boucherie par le Néandertal. Hélène. Après... Alors, à propos des positions politiques... Non, à propos de toute cette question, carnisme, végétarisme... L'opposition ? Oui, l'opposition... Alors, à mon humble avis, le public moderne végétaliste est très varié. On va retrouver des personnages qui sont modérés, comme autant des personnes qui vont être plutôt radicales, qui vont soutenir une interdiction totale, comme à d'autres vont avoir une approche plutôt pacifiste, plutôt centrée sur l'éducation, la communication. Donc c'est souvent, malheureusement, je trouve, à mon humble avis, les médias officiels qui mettent tout le temps en opposition ces deux visions, le carnisme ou le végétarisme. C'est dommage parce que du coup, c'est tout le temps des débats très tendus qui ne participent pas nécessairement à l'évolution de la pensée et de la façon de consommer la place de l'homme vis-à-vis de la nature et de l'animal. C'est bien dommage. Moi, ce que je veux juste préciser, c'est que le public végétaliste est très varié d'origine, de sensibilité, de sensibilité politique. Et donc, il ne faut pas l'enfermer dans un discours trop radical ou trop modéré. Il est varié. Autant que les carnistes, si on peut le dire comme ça. Mettre tout le temps les gens dans une case, c'est dommage pour le débat. Et alors le lien avec l'antispécisme alors l'antispécisme, c'est le principe fondateur qu'on retrouve dans les mouvements modernes.
Il s'oppose aujourd'hui donc à une compréhension, disons à une extension de la compassion qu'on peut avoir sur différents animaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire que l'abattage des chiens est aujourd'hui interdit en France. Enfin, on l'a prohibé. Le débat serait de dire est-ce qu'aujourd'hui on peut étendre notre compassion qu'on a envers les animaux de compagnie comme les chiens, les chats? Pourquoi on ne l'étend pas aux autres animaux tels que les oiseaux ou les bovins? D'accord. Ok. Laurence, peut-être le mot de la fin au fond, hein? Oui, alors c'est peut-être le mot de la fin. Disons, d'une certaine manière, moi je pensais ça faisait plus débat, le végétarisme. J'ai assisté pendant 20 ou 30 ans à toutes sortes d'accusations sur le végétarisme. Je pense que le végétarisme fait plus débat, mais en revanche, peut-être que le véganisme ou le végétalisme le fait justement à cause de un certain jusqu'au-boutisme de ces gens-là, parce que ça revient à remettre en cause l'élevage et quelque part presque, je ne dis pas qu'ils ont tort ou raison, mais quelques fondements de nos civilisations. Il y a certes des gens qui ne passent pas par l'élevage ou qui n'ont toujours pas passé par l'élevage, mais disons qu'en gros, notre civilisation est faite notamment d'élevage. Si on suit les antispécistes, il n'y a plus d'élevage, plus d'abattage, et voilà, la planète doit se nourrir d'aliments végétaux. Mais pourquoi pas, hein, je veux dire. Mais je trouve assez intéressant de dépeindre une sorte de guerre quand même plus vaste. En règle générale, je trouve que en tout cas en Suisse, en Allemagne, j'ai pas l'impression que il y a un conflit si fort entre carnistes et végétariens, ne serait-ce que parce que justement, il y a cette espèce de flexitarisme un peu flou qui permet de se positionner. Mais il y a forcément des gens qui vont réagir. Les éleveurs, les producteurs de viande doivent réagir s'ils veulent pouvoir continuer à en vendre. Donc vive la Suisse qui nous incite à la modération peut-être donc, dans tous les domaines. Bon, il est temps de prendre vos questions si vous en avez. Donc, oui, alors il y a plusieurs mains qui se sont levées, mais je ne sais pas dans quel ordre. Alors bon, voilà. Oui, Céline Lenné, je m'occupe de prospective de l'alimentation et notamment de cette tendance que j'essaye de suivre également. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Alors d'abord, oui aussi, bravo, parce que c'est très rare d'avoir des tables rondes qui soient aussi mesurées, neutres sur ce sujet-là. J'assiste à un certain nombre, j'y participe, et c'est vraiment très très rare d'avoir une vraie réflexion scientifique sur les questions. Donc au niveau des statistiques, moi j'en ai recensé un certain nombre, notamment en France. C'est ce qu'on dit, c'est quand même des chiffres encore qui sont plutôt faibles, pas en forte évolution. Par contre, un fait important, notamment en prospective, c'est de voir la part chez les jeunes, comme mademoiselle en est l'illustration. Quelques études qui montrent qu'on est autour de 10% de végétariens, avec la question de savoir si c'est un effet d'âge, un effet de génération, etc. Et moi, je voudrais vous poser une question, notamment à Pascal Horry et puis également à vous, Bruno, sur finalement la particularité française ou pas par rapport à ça et dans l'avenir, parce qu'on a d'un autre côté toutes les réflexions sur le modèle alimentaire français et justement qui nous protège un peu de cette individualisation très forte qu'on observe dans les pays anglo-saxons, les travaux des enquêtes Fischler et compagnie. Donc est-ce que justement le fait de le voir se développer très fortement dans les pays anglo-saxons et puis chez nous quand même chez les jeunes, ça montre que de ce point de vue-là, l'exception française, elle est en train de disparaître? Je pense que personne à cette table n'est prophète. Ça m'intéresserait de savoir. Il y a des prophètes. Donc, ce qui est clair, c'est qu'il y a des cultures nationales ou même transnationales et que la France a des valeurs en ce qui concerne le rapport à l'alimentation différentes des valeurs du monde, disons, anglo-américain. Bon, pour des raisons historiques complexes, on ne va pas rentrer dans le détail. Et en particulier, une démarche que je qualifierais d'hygiéniste qui a quand même été poussé beaucoup plus loin, me semble-t-il, et
peut-être entre autres pour des raisons religieuses, mais vaste problème, dans le monde prédominamment protestant. Je répète, les États-Unis sont de culture protestante, même si à titre individuel vous êtes juif, non, ça ne compte pas. Les valeurs sont clairement protestantes. Et même si vous êtes juif protestant en France, les valeurs dominantes sont évidemment d'origine catholique. Ça compte tout ça. Et ce type de rapport a sans doute été renforcé par la construction de la culture dite gastronomique, c'est-à-dire la culture en fait du manger, du boire, dans l'espace français, avec une préoccupation assumée, enfin un type de discours sophistiqué, déjà ancien, qui a servi de modèle d'ailleurs à l'étranger. C'est-à-dire que la question, c'est pas celle de la prédominance française, c'est que le virus gastronomique soit passé ensuite, à partir de la France, grosso modo à tous les pays. Et donc sur ce plan-là, je pense que ce pays, la France, était peut-être moins facilement ouvert à une perspective aussi bouleversante que celle de remettre en cause l'une des assises de cette culture gastronomique, qui est la consommation de viande. Moi, je rappelle, enfin, ma propre définition, c'est effectivement que le végétarisme, au sens commun du terme, avec toutes les nuances justement qui sortent de cette définition, c'est une doctrine, moi je préférerais dire une idéologie, mais enfin bon, une doctrine qui critique la consommation humaine de l'animal. Et dans consommation, je mets éventuellement les vestes de cuir ou de soie. Hein, mais la consommation est humaine de l'animal, parce que je rappelle qu'il y a une consommation animale de l'animal. Hein, après tout. Si on est naturiste jusqu'au bout. Bon. Donc c'est vrai que c'est complexe d'un point de vue philosophique. Donc moi je laisse de côté la philosophie, parce que sinon il n'y a pas de cohérence. De toute façon, clairement il n'y a pas de cohérence. Et donc quand il n'y a pas de cohérence, ça s'appelle l'histoire. Les philosophes, eux, ils cherchent. Et là, je pense qu'il y a des traditions, appelons-les nationales, pour simplifier. Alors, c'est pas simplement la France, c'est peut-être l'espace francophone. Et il me semble que ça vaut aussi pour le rapport à l'alcool. De la même façon, comme nous sommes un pays de vin, allez vers l'Europe du Nord, vous vous éloignez des pays de vin, le binge drinking, par exemple, la biture express, c'est quand même très Europe du Nord. Pas de vin, biture express. Bon, donc je pense que tout ça, ça détermine un certain rapport. Et nous avons une tradition d'élevage, qui ne signifie pas que les Anglais n'ont pas une tradition d'élevage, mais qui fait que je pense que là, le pilier est beaucoup plus solide, ou du coup d'ailleurs sans doute plus menacé. Il est vraisemblable qu'il y aura des crispations plus grandes qu'en Suisse, parce que effectivement, la tradition culturelle gastronomique française aura beaucoup plus de mal, peut-être que dans d'autres pays, à intégrer cet éventuel abandon de la viande. Je crois que c'est ça. Ne commençons pas à parler du sujet de l'année prochaine. Donc, non. Oui, moi je voulais juste dire qu'effectivement, moi ce qui m'étonne toujours, c'est presque la France a un train de retard ou une guerre de retard concernant le végétarisme. Donc je suis très étonnée de voir la force que ça a pris depuis, disons, 10 ans peut-être, même pas 5-7 ans. Par contre, effectivement, il y a une question intéressante, c'est celle des jeunes. Est-ce que ce sont des jeunes qui vont garder ces habitudes véganes? Est-ce qu'ils vont passer du véganisme au végétarisme? C'est-à-dire qu'ils vont faire un petit pas en arrière pour élargir quand même leur alimentation, parce que le véganisme, c'est quand même pas si facile. C'est quand même une conversion, non? Une conversion, je sais pas. J'aime pas trop partir sur ce terrain. Voilà, est-ce qu'il peut y avoir une rétro-conversion et dire, d'un coup, si je comprends bien, si je me permets de vous interrompre, dire d'un coup, finalement, la mort des animaux, c'est pas si important que ça, et je vais pas. Vous voyez, est-ce que si à partir de en étant vegan, ils admettent pas que l'animal soit. Oui, vegan ou végétariste. Oui, non, mais moi j'étais en train de dire, il pourrait passer quelque part. Ce que je pourrais supposer, c'est qu'un certain nombre vont passer du véganisme, c'est-à-dire du végétalisme absolu, au végétarisme. Je pense qu'ils peuvent revenir en arrière. D'accord. Bon. Ce qui change quand même 2-3 choses par rapport aux sous-produits animaux. Qu'est-ce que vous en pensez, là encore, les parcours personnels sont très variés. Adapter une alimentation traditionnelle à une alimentation végétalienne ou végane, c'est aujourd'hui encore quelque chose de difficile, parce que partout où vous pouvez aller manger quelque part en Europe, vous avez uniquement des propositions avec de l'animal. Donc, en fonction de la personne, de son caractère, de sa force, de sa conviction personnelle, elle va arriver plus ou moins à tenir. Maintenant, donc il y a des échecs, en fait. Il y a parfois des échecs. Il y a aussi des retours en arrière, puis des retours en avant. D'accord. Pour ma part, j'ai rencontré toutes sortes de parcours. Des gens qui le sont depuis très très longtemps, d'autres qui le deviennent du jour
jour au lendemain et puis qui tiennent, d'autres qui se rendent compte parce qu'ils sont encore chez leurs parents que c'est trop difficile et qui vont attendre, comme l'exemple qu'on a ici, d'être indépendant pour ensuite faire ses choix. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, on doit proposer un choix végétarien plus souvent pour que ce soit plus facile pour ceux qui souhaitent le devenir. Je pense que c'est un droit de ne pas manger ce type de produit. Donc, en France, c'est encore difficile d'avoir ces options, mais ça se développe. Je précise bien qu'on dit la France, parce que la question pertinente de Madame était sur la France, mais les pays, disons, de l'Europe du Sud et d'Amérique latine sont encore moins... sont encore plus en retard, si on considère que c'est un retard. Hein. C'est pas un phénomène français. Là. Oui. Alors, autre question, et on essaiera de répondre plus brièvement, peut-être, parce que... Voilà. Oui, bonjour à tous, et merci de ce débat que je trouve vraiment intéressant. Je suis même émue d'écouter autant d'arguments fondés. C'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion, comme le disait précédemment Madame, donc c'est agréable. Donc moi je suis cuisinière, je suis aussi sur un créneau local, bio, même plantes sauvages. J'étais ingénieure agronome et j'ai été 4 ans et demi végétarienne. Et je pense que mon parcours m'a forcément fait beaucoup réfléchir à tout ça. Et c'est poser la question à un moment pour moi, soit je deviens végétalien, vegan, soit je reviens en arrière en fait. Je ne peux pas rester au stade intermédiaire. Et donc ma première réflexion c'est sur j'ai été voir le mouvement vegan, j'ai été voir des véganes, je connaissais pas donc il fallait que je me renseigne. J'ai été sur beaucoup de groupes Facebook et c'est là où je voulais avoir une réflexion, c'est que j'y ai trouvé énormément de violence, de non-respect, d'intolérance, de diffusion d'informations fausses sur tout un tas de sujets, une méconnaissance totale de l'agriculture, de l'élevage, de plein de choses, une radicalisation. J'ai pas trouvé de modération du tout dans mon expérience. Donc ça a été clair, je suis redevenue sur un mode... je sais pas comment, je dis pas flexitarien, je remange un peu de tout, mais je choisis la viande que je mange. Et j'ai été aussi, du coup, développer ma relation à l'animal chez un éleveur, donc je travaille chez un éleveur laitier, et j'apprécie le contact avec ces animaux-là. Donc voilà, il y avait cette première réflexion sur... moi, ça m'a fait peur, le mouvement vegan, très peur même, dans cette forme de radicalisation. Et j'ai une question. J'ai écouté récemment une émission, je ne sais plus si c'était France Inter ou France Culture. Il y avait une émission sur est-ce que le véganisme menace le monde. Et il y avait une sociologue qui intervenait et elle disait, c'est pas la première personne que j'entends dire ça, que derrière le mouvement vegan, il y aurait les grandes industries qui veulent développer la viande in vitro. Donc voilà, je voulais votre avis sur cette question. Est-ce que c'est des rumeurs? Est-ce que c'est fondé ou pas? Merci. Hélène, vous pouvez peut-être réagir. Je ne sais pas si vous pouvez répondre aux questions, mais sur la question de la violence et tout ça. Le problème des réseaux sociaux, c'est que vous avez des contacts qui sont indirects. Donc des gens parfois agressifs et sur toutes sortes de sujets, pas uniquement le véganisme, mais vous avez aussi beaucoup de racisme, vous avez beaucoup aussi de sexisme, vous avez toutes sortes de réactions sur les réseaux sociaux et c'est peut-être pas le bon endroit pour échanger pour faire ses premiers échanges sur ce sujet. Malheureusement, comme dans tous les mouvements, voilà, y a des gens qui passent leur temps à agresser et c'est bien dommage. Maintenant, il ne faut pas réduire les véganes à uniquement cette petite portion de personnes. Il y a aussi des personnes qui sont compréhensives, qui s'adaptent, qui ne sont pas agressives et qui savent expliquer sans perturber les gens, sans les bousculer. Maintenant, pour le côté que ce soit les entreprises de la viande in vitro qui poussent je pense que là on est un petit peu dans n'importe quoi. Comme c'est un mouvement qui est mal compris, qui est mal défini, qui est encore pas bien représenté, on y met toutes sortes de fantasmes. Des fantasmes très très variés et ce sera comme ça tant que les végétariens sont encore trop sous-représentés, je pense. Quand tout le monde connaîtra un ami végétarien, ces fantasmes s'effaceront au profit d'une meilleure compréhension, tolérance. Merci.
Autre question? Je ne sais pas quel était le... Il y avait monsieur, mais il y Bonjour. avait d'autres avant. Moi, j'ai deux petites réflexions à partager. La première, moi, qui me perturbe depuis quelques années, c'est qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus individualiste. Au niveau religion, au niveau même personnel, tout le monde a besoin de se distinguer. On retrouve ce besoin, c'est limite devenu un besoin primaire. On doit se distinguer de celui qui est à côté de nous. Et je trouve que le véganisme, le végétarisme inclut et exclut surtout beaucoup de personnes, même si c'est le carniste aussi, hein, entre guillemets, parce que le carniste n'est pas ouvert au végétarisme, etc., etc. Mais je trouve que c'est peut-être une politique, entre guillemets, de non-inclusion. Et c'est ce que je trouve dommage. Aujourd'hui, on devrait justement se regrouper et on communautarise plus que... voilà, on devrait justement se regrouper ensemble et pas faire des petites portions de population. Après, je comprends le pourquoi, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens d'apprendre le flexitarisme, je ne connaissais pas. Et je trouve que c'est une très bonne interprétation et ça permet une cohésion entre justement toutes ces communautés. Parce que c'est accepter le végétarisme et accepter le carnisme puisqu'on en mange quand même. Donc je trouve ça très très bien. Pour revenir sur les réseaux sociaux également, moi je suis sur les réseaux sociaux assez régulièrement et je vois beaucoup de choses circuler, des vidéos et en tant que professeur de cuisine, j'ai eu beaucoup d'élèves qui m'ont dit bah oui mais pourquoi on mange encore de la viande? Vous avez vu les vidéos, il y a des producteurs, enfin il y a des abattoirs qui mettent des poussins vivants dans une trancheuse et on voit beaucoup de bêtises sur les réseaux sociaux et je pense que oui, ces réseaux sociaux sont plutôt nocifs justement à cet esprit de solidarité et de consolidation de la communauté. Et j'en reviens à ce que disait ma collègue, c'est que ça fait peur. En fait, les réseaux sociaux font peur et ça divise encore plus parce qu'en fait, les véganes, ils sont pas méchants, hein, ils ont une façon de penser qui est différente, mais on insiste sur le fait qu'ils soient différents et qu'on les comprenne pas. Et ça, je trouve ça compliqué à gérer. Je sais pas comment on pourrait le gérer, surtout d'un point de vue. Enfin, moi, je sais pas comment l'expliquer à mes élèves en leur disant, bah oui, il y a ça qui circule, mais on peut pas savoir si c'est vrai ou pas. Je saurais pas comment l'expliquer à mes élèves. Je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse, mais bon, peut-être Alexandra voulait dire quelque chose. Oui, c'est plus des remarques pour rebondir, compléter ce que vous dites. La première sur le flexitarisme. Alors, désolée, je parle d'antiquité parce que c'est la chose que je connais le mieux, mais on a déjà ce rapport-là qui est intéressant. J'ai rapidement évoqué tout à l'heure Plutarque, qui est quelqu'un qui était un auteur, certes philosophe, mais qui était prêtre en Grèce. C'est-à-dire qu'il avait pour rôle de sacrifier les animaux. Et pour autant, il a écrit des traités qui défendent la cause animale, qui revendique le végétarisme, mais non seulement il sacrifie, mais il consomme les animaux. Et alors on peut s'étonner, on se dit c'est complètement contradictoire et en fait c'est purement théorique parce que ça reste qu'un philosophe, sauf que non, le philosophe est avant tout citoyen et il propose quelque chose qui concilie les deux pendants, c'est-à-dire suivant le contexte dans lequel il est, suivant le rôle qu'il a, il adopte une démarche différente. Quand il est prêtre, il est sacrificateur et consommateur, et en tant que citoyen, il a la démarche différente où il va essayer d'éviter la viande, mais surtout il explique que avant tout, ce qui compte, l'homme en fait pour lui, l'homme ne peut plus se passer de viande parce qu'il a pris l'habitude d'en consommer. Et ce qui compte pour lui, c'est le contexte dans lequel va être tué l'animal. C'est-à-dire que si on le tue juste par le besoin de cruauté et de faire souffrir, on en parlait, enfin, les collègues en parlaient ce matin dans le cadre de l'éthique alimentaire, et je trouvais que ces notions de souffrance étaient intéressantes. Si l'idée, c'est si c'est seulement pour faire souffrir et juste par
cruauté simplement pour se repaître comme ça et se faire plaisir, ça n'a aucun intérêt. Donc quand on tue l'animal, il faut le faire avec une forme de compassion, de respect et presque de pitié. Donc je trouve que c'est une réflexion certes ancienne, mais qui permet de nuancer l'approche actuelle et d'essayer de se positionner et peut-être casser cette opposition avec d'un côté les carnistes ou carnivores affirmés et les autres. Juste pour la question de l'abattoir, je vous conseille un ouvrage qui est très, très sympathique sous plein d'aspects, qui est de Stéphane Geoffrey, qui s'appelle À l'abattoir. C'est quelqu'un qui a travaillé dans un abattoir. Moi, on me l'a offert, pour la petite anecdote, c'est un des membres de mon jury de thèse qui me l'a offert pendant la thèse. Et bon, je l'ai pris avec beaucoup d'affection, et voilà. Mais j'avais une appréhension parce que j'avais pas forcément envie de lire des choses que je ne voulais pas. C'est la politique de l'autruche, hein. Je ne voulais pas savoir, mais en fait c'est intéressant parce qu'en effet il explique le contexte dans lequel il tue les animaux, il a conscience de la violence qu'il peut y avoir derrière, mais il y a une réflexion plus large sur le rapport, voilà, à la viande, à l'odeur, au sang, etc. Et sincèrement, que vous soyez pour ou contre, je vous invite à lire parce que ça permet de nuancer et justement se détacher de toutes les images qu'on peut voir sur Internet, ces poussins broyés, etc. Je pense que c'est une vision relativement neutre, parce que le discours derrière, c'est pas une apologie de l'abattoir. Alexandre, je suis obligé. En fait, on peut pas, parce qu'on a quelque chose là, non là. Il y a surtout beaucoup de personnes qui ont des trains et qui voudraient nous quitter. D'accord. Je vous laisse conclure, Bruno. J'ai rien à dire votre table en conclusion. ronde. J'ai à dire que conclure votre table ronde. Visiblement, il faudrait continuer ce débat-là. Il y a des questions, il y avait des mains qui s'étaient levées qui n'ont pas pu poser de questions. Voilà, on a essayé d'être un peu dans une perspective donc à la fois pas rationnelle, mais enfin bon, en utilisant les ressources qui sont les nôtres. On n'a sans doute pas répondu à toutes les interrogations qui étaient posées. Donc je crois qu'on va s'arrêter là. Et puis que... Juste un mot, le mot merci pour remercier l'ensemble des intervenants de cette année pour la qualité de leur débat. Remercier également le public pour sa pérennité, sa présence durable, donc sa fidélité. Merci beaucoup de venir chaque année et j'espère vous voir encore aussi nombreux l'année prochaine. Nous espérons, toute l'équipe de l'IUHCA, pouvoir compter sur aussi vos interventions chaque année. S'il y avait lieu de trouver peut-être un mot-clé qui réunisse l'ensemble des débats de cette année, ça serait la recherche d'une vie durable finalement qui